Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, on continue notre décryptage suite à la sortie de ce manifeste et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami Roland Lafitte. Bonjour Roland. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel que vous connaissez et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour parler des choses que vous connaissez parfaitement et surtout vous avez exprimé à maintes reprises sur l'islam et l'islamisme et aussi sur les écritures arabes. Donc nous vivons actuellement deux choses importantes. On parle de l'antisémitisme mais aussi on parle de l'islamophobie. De quoi on parle réellement? Cher Abdelatif, avant de répondre, j'aimerais évoquer, puisqu'on parle d'antisémitisme, on fait allusion aux crimes odieux qui ont été, dont ont été victimes, qu'ont perpétré Mohamed Merah, Ahmed Koulibaly sous le drapeau de l'islam. Il s'agit de ça, disons-le. Et puis de crimes, de meurtres crapuleux à coloration anti-juive, de gens comme Ilan Halimi, Sarah Halimi ou Mireille, la pauvre Mireille Knoll. Alors à ce propos, j'aimerais citer les vers de Cheikh Moslihaddin Saadi, qui est un soufi et un grand poète persan de Bagdad, et qui écrivait ces vers au milieu du XIIIe siècle. Le genre humain est composé d'hommes, tous issus de la même source. Lorsqu'un homme ressent une douleur, les autres ne peuvent rester indifférents. Vous qui restez blasés devant la souffrance des autres, vous ne méritez pas d'être appelé un homme. Voilà, je voulais dire ça avant pour dire que personne ne peut, devant de tels crimes, et de tous les autres, rester indifférent, pas plus les musulmans que les non-musulmans, que tout le monde, voilà. Est-ce que selon vous les musulmans, elles sont restés neutres devant ces crimes lors de leur... Pas du tout. J'ai entendu le précédent intervenant. Je vois partout, si on regarde Internet, on voit partout des réactions. C'est surtout la presse qui n'en parle pas. Depuis des années, les organisations islamiques, les représentants, on beau dire, on veut lancer des manifestes, condamner tout, on veut leur faire dire encore, mais réagissez. C'est indécent, franchement. C'est comme ça parce que c'est terrible, mais là n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est ça. Alors, pour parler de ce manifeste, parce qu'il s'agit de ce manifeste, bien sûr. Il faut dire d'abord qu'il vient dans toute une ambiance dans laquelle on a eu l'idée de grand remplacement, on a eu l'idée que la communauté islamique, enfin les musulmans de France, qu'ils soient religieux ou pas, sont sur le bord du séparatisme, etc. Et puis on arrive là avec un texte qui dit deux choses. Il existe au cœur de l'islam un antisémitisme véhiculé par la radicalisation islamique. Bon, on vise les banlieues, Et on dit, ce serait la plus grande menace qui pèse sur notre pays. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe, de façon corollaire, dans une partie de la gauche radicale, un antisémitisme qui se cache derrière l'antisionisme. Donc on attaque principalement les musulmans et secondairement une partie de la gauche politique qui cache, soi-disant, on les appelle les islamo-complaisants, les islamo-gauchistes, les islamo-collabos, enfin bref, c'est des thèses de l'extrême droite habituelles qui sont reprises jusque dans la gauche. Alors,
deux choses. La première critique vise vers les banlieues. Et on ose parler de, on ose parler d'épuration ethnique à bas bruit. Alors imaginez, épuration ethnique à bas bruit, alors qu'en ce moment, les Palestiniens sont en train de commémorer la Nakba, la journée de la Terre, qui a déplacé 750 000 personnes, dont les descendants sont aujourd'hui 5 millions, et que tout le monde, on a parlé à ce moment-là de nettoyage ethnique. Un auteur israélien a écrit nettoyage ethnique en Palestine, Ilan Pappé. Et aujourd'hui, on accuse le Britannique, on accuse en Belgique le Ken Loach de parler de nettoyage ethnique en Palestine en 1847-48. C'est scandaleux. Donc, il n'y a pas de comparaison entre les phénomènes. Bon, donc il y a une surexagération de la chose. Et la deuxième chose qui nous mène à ça, c'est de criminaliser, sous prétexte d'antisémitisme, de criminaliser le soutien à la lutte palestinienne, parce que c'est fait dans le texte, sous prétexte d'antisionisme. L'antisionisme n'est pas une haine anti-juive. L'antisionisme, c'est simplement la contestation de le fait que on a donné à des gens qui ont fait un État, Israël, une terre en chassant les gens qui y étaient. Ça s'appelle un phénomène de colonisation. C'est le dernier avatar de la colonisation européenne des 19e, 20e siècles. Voilà. Alors on a beau tourner autour du pot, faire tout ce qu'on veut, on n'empêchera pas ce crime colonial d'être un crime colonial. On peut le farder par l'antisémitisme. Ça marche pas. On a beau dire, mais ils sont contre les juifs. Mais qui se réclame juif en Palestine? Si les Israéliens se réclament juifs, de l'autre, il faudrait que les gens qui combattent les Israéliens ils aient la pudeur de ne pas parler de juifs. Et qui disent quoi? Bon, donc on voit bien qu'on est là dans l'outrance, dans l'exagération, dans l'insanité, il faut dire. Voilà. Et donc voilà, moi, ce que j'avais à dire là-dessus. La question qui se pose, M. Roland Lafitte. Oui. Il y a un conflit au Proche-Orient, oui. qui date, comme vous l'avez cité, date de plusieurs années. Et nous sommes ici en France. Il y a une population qui de plusieurs générations maintenant. Donc on ne parle plus des gens qui sont nés au bled, il y a des gens qui sont nés ici, leurs enfants ainsi d'autres. Et on est toujours dans le même problématique. Vous êtes issus du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Et pourtant la personne n'a jamais mis les pieds dans ces pays. Comment vous, en tant que chercheur, trouvez c'est comme citoyen, c'est comme citoyen. Cette charge lourde qui pèse sur le dos de ces personnes d'origine lointaine, souvent lointaine, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et surtout dans le monde arabe? Bon, écoutez, la Palestine, comme je vous l'ai dit, il y a eu un nettoyage ethnique. Alors on peut le contester, on peut dire ce qu'on veut, c'est un fait historique qui est affirmé par des quantités de personnes. Et aujourd'hui, on a une colonisation qui se poursuit en dépit de toutes les rappels à l'ordre de l'Assemblée des Nations Unies. Ça intéresse qui? Ça intéresse les Arabes, qui sont leurs frères palestiniens, qui soient musulmans, chrétiens et même juifs, d'accord, sont concernés. On a les musulmans parce que on peut pas oublier que Jérusalem, ça joue un rôle quand même symbolique. On peut pas empêcher ça. Personne. Mais ça intéresse pas simplement les Arabes et les musulmans, ça intéresse toute personne dans le monde qui lutte contre l'injustice. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas importer les conflits extérieurs ici dans ce pays. Sauf que là, on a quelque chose qui touche tout le monde. Et d'ailleurs, on veut accuser les musulmans ou la gauche, etc., d'importer le conflit israélo-palestinien. Mais le premier qui l'importe, c'est le CRIF. C'est le CRIF qui prône et qui défend l'idée de centralité d'Israël. Alors, donner sur la place publique française la centralité d'Israël, à la vie d'une communauté qui prétend représenter les Juifs de France, c'est quand même où je n'y comprends rien du tout en logique
et je ne connais pas la grammaire ni le vocabulaire français, ça veut dire importer le conflit, importer le conflit d'Israël en France. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas faire l'économie des références à ce conflit qui a une haute valeur pour les Arabes, pour les musulmans, et il y a des Français musulmans, et pour tous les hommes épris de justice dans ce pays. Voilà. Voilà ma réponse. Bien entendu, le message est clair, Monsieur Roland Lafitte. Il y a une question qui s'impose, hein, donc par rapport à ce manifeste, hein, contre le nouvel antisémitisme. C'est la même question que je vous repose et je vais la reposer aussi à Monsieur Kubibech. Hein, donc, se cache-t-il derrière ce manifeste un autre antisémitisme, d'après vous? Non, il n'y a pas de... Écoutez, exactement comme il est faux de dire que ce qu'on appelait l'antisémitisme, qui a quand même culminé dans l'extermination des Juifs comme race, qui s'appuyait sur des déterminations comme un anti-judaïsme chrétien, une révolte sociale contre la banque qui a été malheureusement focalisée et rétrécie sur la banque juive. Vous savez qu'un grand social-démocrate disait vers 1910, l'antisémitisme c'est le socialisme des imbéciles. Bon, alors il peut y avoir chez les Arabes, on peut essayer toujours de sortir des préjugés anti-juifs. Il peut y en avoir. On peut même jouer sur la lutte nationale qui se passe en Palestine en mobilisant des questions religieuses et en allant chercher dans l'islam des condamnations des juifs. Il y a des condamnations des juifs forcément dans l'islam, dans la mesure où les juifs sont une religion où l'islam prétend que les juifs, comme les chrétiens, ont abandonné le message divin. Alors, il y a bien quelque chose, mais il y a des préjugés. Dans toute société, il y a des préjugés contre les autres. En fait, de faire de ça, une haine anti-juive en général, parce qu'on se bat contre la colonisation sioniste en Palestine, c'est un mensonge monstrueux. Voilà. Il y a autre chose qui se dit, hein, dans ce manifeste. On demande aussi d'abolir certains versets dans le livre saint. Oui, non, là. Écoutez, avant moi, j'ai écouté tout à l'heure, je crois que c'est le rabbin Haggai, qui disait, allez lire Razali et vous verrez comment les musulmans ont travaillé depuis 1000 ans, 1500 ans, on travaille sur l'interprétation des textes, quoi qu'on veuille que les musulmans seraient la seule religion, à la différence des autres, qui mettent en situation, qui mettent en contexte, qui n'auraient jamais fait ça. Mais la doctrine islamique elle-même, c'est une interprétation du Coran. C'est une interprétation des textes en s'appuyant sur les hadiths, en les discutant, en établissant les circonstances, à tort ou à raison, c'est pas ça la question. Et l'ijtihad dans la civilisation islamique, je dis pas dans la religion, ça a toujours existé et ça existera encore, alors qu'il faille aujourd'hui y revenir. Effectivement, c'est une question qui est à voir entre religieux, chrétiens, juifs, comme l'a dit le rabbin Haggai. C'est très bien. En faire une question politique, c'est assez scandaleux, parce que ce n'est pas le cas. La source des luttes contre la colonisation sioniste en Palestine n'est pas un antisémitisme religieux. Ce n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des préjugés chez les musulmans. Il y en a dans toutes les religions, il y en a dans tous les peuples. Ça se combat. Ça se combat et je fais confiance à mes amis arabes et musulmans à mener ce combat. Pour la première fois, M. Roland Lafitte, il y a un consensus, hein, donc, dans la communauté musulmane, notamment ceux qui théologiens, chercheurs et autres. Oui. Tout le monde a parlé, tout le monde a réagi. Croyez-vous comme quoi c'est un déclencheur pour qu'ils s'en sortir de cette impasse qui dure depuis un certain temps et une fracture assez importante entre les acteurs de l'islam ici en France? Écoutez, ça fait des années que je regarde, que je suis ces questions. Je découvre partout des textes qui dénoncent Daesh, qui essaient de couper l'herbe sous le pied, des interprétations qui sont d'intolérance, le takfirisme, l'intolérance de ces extrémistes politiques.
contre les juifs, contre les chrétiens, contre les chiites, contre les gens qui sont pas de la même obédience qu'eux, et qui vouent à l'anathème et qui vouent à l'interdit, comme dit l'Ancien Testament, qui vouent à l'interdit les gens qui sont pas d'accord avec eux. Vouer à l'interdit, ça veut dire qu'ils sont susceptibles d'être massacrés. Mais c'est une démarche normale. Je le vois chez les musulmans dans le monde entier. C'est pas parce qu'il y a une minorité qui s'appuie là-dessus. Une minorité. Imaginez que lorsque les protestants aux États-Unis, il y en a encore, exterminent les Indiens au nom de la Bible et de l'entrée de Josué en terre promise, on dise c'est la Bible qui est responsable. C'est stupide. Et pourtant ça a existé. Et aujourd'hui, il y a une poignée, ils sont quelques milliers, et peut-être plus, de gens qui se révoltent pour tout un tas de raisons dans lesquelles, il faudrait faire plus qu'une émission, n'est-ce pas? Il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène d'irrédentisme et de rupture, de dissidence politique subversive dans les sociétés aujourd'hui arabes et musulmanes et islamiques plus généralement. Il faudrait comprendre les racines de ce phénomène. Bon, on ne peut pas résoudre ça, on ne peut pas réduire ça à l'islam, même si on peut, en interprétant les textes, aller chercher dans des interprétations assez biscornues la justification dans le Coran. Et ce n'est pas appliquer le Coran à la lettre. Parce que vous avez dans le Coran des versets de violence et vous avez exactement le contraire. Vis-à-vis des juifs et des chrétiens, vous avez exactement le contraire. Donc il faut savoir interpréter les textes. Et chacun les interprète à sa manière. Alors vous avez là à faire dans ce manifeste, à mon sens, une nouvelle gradation politique dans l'islamophobie. C'est un manifeste d'islamophobie. Pas simplement l'islamophobie au sens d'anti-islam, au sens religieux ou au sens de préjugés ou au sens de qu'on n'aime pas la pensée. C'est au sens racial. C'est au sens de la tradition coloniale qui a fait des musulmans une catégorie inférieure dans la société gravée dans la loi de 1881. Le code de l'indigénat. Voilà. Dans lequel il y avait deux catégories de Français, des vrais Français et des indigènes musulmans. Des indigènes musulmans. Les uns étant des vrais Français, puis les autres pas des Français, mais pas à part entière. Et moins qu'à part entière, puisqu'ils n'avaient aucun droit politique. Alors, on en est là. Et quand on parle c'est quand même inouï que le ministre aujourd'hui de l'Intérieur répète les bêtises sur le grand remplacement en parlant de submersion, de subversion de certaines municipalités par des hordes d'immigrés. Ces hordes d'immigrés, c'est évidemment pas des Américains ou des Roumains. Ce sont des Syriens, ce sont des Africains, pour une bonne partie musulmans. Je ne vous cache pas la vérité, ça fait froid au dos, parce que là, on parle de quelque chose de grande importance et d'impact dans l'avenir. Croyez-vous que la société française est dans la possibilité d'accepter des déclarations ou bien des enjeux sous table, comme je viens d'entendre? Moi, je vais vous dire franchement, la masse des Français ne voit pas la chose comme ça. La masse des Français accepte la religion islamique. La masse des Français, population musulmane, non musulmane, sont mêlés. Dès l'enfance, dans l'école, dans les municipalités, dans le travail, dans les syndicats, aujourd'hui dans la lutte politique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'intellectuels qui sont musulmans, qui sont des intellectuels français musulmans, de haute valeur. Il y a une acceptation de plus en plus. Il y a des raidissements dans la société. Il faudrait comprendre tous les raidissements qui existent dans notre société, d'accord, qui sont dus au fait de la dérive de nos sociétés vers une ghettoisation des riches d'un côté, ghettoisation des pauvres de l'autre, tentative d'explication en trouvant des boucs émissaires. Nous vivons une crise sociale grave sur laquelle certains
identitaristes, suprématistes, je dirais, parce que leur idée, c'est qu'il n'y ait pas du tout la moindre ombre d'islam dans la société. Il faut le faire sortir, non seulement de la rue publique, mais peut-être même des maisons, en allant mettre les policiers sous le lit pour voir ce que font les musulmans chez eux. On en est là. Il y a une paranoïa totale. Bon, mais c'est une clique d'intellectuels, de journalistes, d'universitaires qui défendent un mythe de la pureté républicaine, démocratique d'une France qui n'a jamais existé. Donc c'est un mythe, mais c'est un mythe meurtrier. Mais je pense que cette vague peut, va se heurter, va se briser sur les écueils de la résistance populaire, je pense, qui est moléculaire, qui est celle de tous les jours, parce que c'est très difficile pour un Français lambda de voir que son frère dans la rue, son frère de travail, est insulté dans la rue, et qu'on lève les yeux sur lui en disant qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est ce qui arrive à tout le monde. Que fais-tu là? Que fais-tu là aujourd'hui? Pourquoi es-tu là dans la rue? Pourquoi es-tu là dans le métier à côté de moi? Bon, c'est ça qui est en train de se passer, mais je pense que beaucoup de Français ne l'acceptent pas. De moins en moins de Français ne l'acceptent pas, et en même temps, il y a le raidissement d'une minorité de plus en plus hardie et de plus en plus, tenace et frénétique. Et là-dedans, on a voulu ici soulever cette question. Elle tombe au moment où le rapport Borloo, sort, qui montre la ghettoisation de notre société, et qui essaie de dire, qui essaie de répondre à ce que disait Macron, en disant il y a un terreau sur lequel les questions politiques et les questions sociales se développent, et même le fait que des jeunes pètent les plombs, il y a un terreau pour ça, il faut l'affronter, et en même temps on a cette télévision qui tous les jours montre des jeunes, des enfants palestiniens, parce qu'ils approchent les soi-disant barrières qui les coupent de leur pays, qui meurent sous les balles des snipers israéliens. Bon, ça tombe dans ce moment-là, donc il faut comprendre le contexte pour comprendre la haine qui se dégage de ce manifeste. Parce que là, il y a une haine. Ce qui a dit M. Karim Ifrak, oui. Par rapport à son analyse, il a parlé comme quoi il y a un coup politique tordu contre l'action ou les actions de M. le Président de la République, M. Macron. C'est possible. Il y a de toute façon une réponse pour anticiper les réactions possibles du gouvernement qui ne s'est pas prononcé sur cette question des ghettos et sur la question de la lutte palestinienne. Voilà, il y a les deux choses dans le texte. C'est clair, les deux y sont. Ben écoutez, le président de la République est souverain, la France est souveraine. On verra la réaction du président de la République par rapport à ce manifeste et par rapport à l'enjeu que vous venez de citer. C'est un enjeu qui fait froid au dos. Il est double. Il est double, comme vous dites. Et ce qui est important, c'est que tout à l'heure, un grand rabbin orthodoxe, un vrai rabbin au sens propre du terme, parce qu'on a parlé aussi qu'il y a des rabbins comme le cas des musulmans, il y a des imams musulmans qui sont là juste pour le business. Un vrai rabbin qui a dénoncé cette démarche. Et... Bon, je salue la générosité, l'humanité du rabbin Gabriel Agaï, naturellement. J'ai entendu ce qu'il a dit. Écoutez, le plaisir est pour nous. On continuera à en débattre. Sachez-le que notre objectif, simplement, c'est d'apaiser l'atmosphère. Il faut apaiser et pas jeter de l'huile sur le feu comme fait ce manifeste. Vous imaginez qu'il sort une semaine après un appel contre le séparatisme musulman? C'est quoi ces deux choses? Ce sont deux brûlots lancés contre la tranquillité sociale, finalement, contre la tentative des citoyens de notre pays, de n'importe quelle religion qui soit, de vivre ensemble. C'est une évidence. Ok, merci M. Roland Lafitte et je vous dis à très bientôt. Je donnerai la parole après vous à M. Kubibesh, Anwar Kubibesh, le vice-président de CFCM. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et Arc-en-Ciel est à votre disposition, à vous, à toute personne qui souhaite s'exprimer sur le sujet parce que ça nous concerne tous et surtout la cohésion sociale dans notre pays, la France, nous concerne en priorité. Merci infiniment M. Roland Lafitte. À bientôt. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-Ciel.
Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.